Bien, donc nous allons reprendre. Donc je suis très heureux pour reprendre nos travaux de l'après-midi, d'accueillir Joëlle Ancel. Joëlle Ancel est professeure à l'université hébraïque. Elle est l'auteure d'une thèse intitulée Kabbale et philosophie, thèse consacrée à la pensée de Moshe Hayim Luzzatto, thèse publiée aux éditions du Cerf, et aussi d'un volume collectif publié cette année au PUF intitulé De l'être à l'autre, volume collectif sur Lévinas. Voilà, et elle est l'organisateur de nombreux colloques consacrés cette année à la pensée d'Emmanuel Lévinas. Donc je lui cède tout de suite la parole pour une communication intitulée Lévinas Yankelevitch. Merci. Le proche et lointain, semblable et différent, ces formules chères à Vladimir Yankelevitch décrivent bien la nature de la relation qui lie sa pensée à celle d'Emmanuel Lévinas. Et mon propos est de mettre en lumière leur étonnante convergence et aussi la distance souvent infinitésimale mais réelle qui les sépare. Et puisque nous nous réunissons en ces lieux où Frédéric et Jean-Michel nous font l'amitié de nous accueillir, j'aimerais évoquer brièvement leur vision de l'école normale supérieure. Lévinas, comme Jean-Michel l'a dit ce matin, auréolait l'école du respect qu'il vouait, de manière générale, aux institutions de la République et aux lieux de la culture française. Et Yankelevitch, qui avait passé plusieurs années de sa vie, et sans doute pour cette raison, considérait l'école avec un regard souvent amusé, dressant dans ses lettres à son ami Louis Bauduc de savoureux portraits de caciques et d'hypocaciques ainsi que d'aspirants normaliens. Et voici ce qu'il écrit à Louis Bauduc en janvier 1933, évoquant la classe de Cagnes dont il était alors le professeur au lycée du Parc à Lyon. « Tu sais ce que c'est qu'une Cagne. J'ai un carteron de type astucieux, un deuxième et troisième prix du concours général, plusieurs accessites et une majorité de petits types prétentieux. Et encore, c'est bien fatigant d'avoir du génie 8 heures par semaine. Je peux te dire que je prépare chaque classe comme en vue d'une inspection générale. J'ai d'ailleurs dans mes classes plusieurs phénomènes, moutons à 5 pattes et autres génies. Je puis avoir 2 ou 3 reçus si Dieu nous aide, mais Dieu aidera-t-il un mécréant comme moi? C'est à peine si j'ai le temps de me préparer contre les critiques et les objections de mes élèves qui à chaque classe me criblent comme une écumoire. » Peut-être que cela rappelle des souvenirs à certains d'entre nous. Après cette entrée en matière, j'en viens au thème de mon exposé. La rencontre entre Yankelevitch et Lévinas a pour moi un sens très particulier. Quelques mois après la mort de Lévinas, c'est dans les propos de Yankelevitch que je trouvais un réconfort, en y retrouvant les qualités qui leur furent communes. L'affabilité, au sens littéral du terme, la capacité d'accueillir autrui et de se mettre à son écoute, ou, comme Lévinas le dit de Yankelevitch, la proximité immédiatement ressentie d'une présence gracieuse, exigeante pour soi, qui est probablement le mode même de l'éthique. L'humilité, dénuée de cette condescendance que Yankelevitch fustige dans le traité des vertus, condescendre et s'incliner sans s'abaisser, jouir de la dénivellation hiérarchique, descendre au rez-de-chaussée pour voir comment on s'y trouve, l'esprit restant juché sur son observatoire sublime avec son optique méprisante. Il n'est pas aisé de comparer 2 personnalités aussi fortes, 2 œuvres aussi fécondes et originales. Comme l'écrit Lévinas, dans tous les milieux où il eut à évoluer, Vladimir Yankelevitch était Vladimir Yankelevitch, en plus de toutes les appartenances et catégories et fonctions dont pouvait se réclamer sa personnalité. De même, Emmanuel Lévinas était Emmanuel Lévinas, au-dessus de toutes les distinctions, les appartenances et les catégories dans lesquelles on serait tenté de le cantonner. À cela s'ajoute une difficulté supplémentaire. En lisant Yankelevitch, j'ai relevé à bien des reprises des phrases que Lévinas aurait pu écrire, et la réciproque est sans doute vraie. Et ce fait m'amène à préciser l'angle sous lequel j'envisage leur rapport. Non pas à travers le prisme des influences supposées ou réelles, mais en invoquant l'heureuse occasion, la fée occasion faisant souvent bien les choses, que constitue la convergence entre 2 esprits nourris aux mêmes sources, la littérature russe, la philosophie de Bergson, marqués par les mêmes expériences historiques, la guerre, la Shoah, la création de l'État d'Israël,
hanté par le problème de l'humanité, ou pour le dire à la manière de Jankélévitch, de l'hominité de l'homme. Lévinas fit état de cette convergence en la décrivant comme une espèce d'harmonie préétablie. Elle se manifesta à plus d'une reprise dans les lieux qui leur furent communs, dans l'immédiat après-guerre, au collège philosophique de Jean Val, où Lévinas entendit la sonorité inimitable du dire hautain et inspiré de Vladimir Jankélévitch, proférant l'inouï du message bergsonien, formulant l'ineffable, faisant salle comble. Dans les années 60, au colloque des intellectuels juifs de langue française, où les deux hommes eurent maintes occasions d'échanger leurs idées. Les échanges qu'ont eus Jankélévitch et Lévinas ont laissé des traces dans leurs écrits. Bien qu'elles soient relativement rares, les références qu'ils se font mutuellement sont significatives. Lévinas fit des clins d'œil complices à Jankélévitch dans ses écrits philosophiques et dans les lectures talmudiques qu'il exposa en sa présence. Il rendit un magnifique hommage à sa mémoire dans un texte qu'il publia en juillet 1985 et qu'il reprit dans Hors Sujet. Bien que le nom de Lévinas n'apparaisse pratiquement pas dans les écrits de Jankélévitch, sa philosophie n'en est pas absente pour autant. Dans son hommage à Jankélévitch, Lévinas traite de sa métaphysique, du presque rien, et de son éthique. Puis il aborde un thème qui lui tient particulièrement à cœur, le lien de Jankélévitch au judaïsme, que ce dernier vécut, comme le dit Lévinas, comme une religion sans rite, sans culte, sans hébreu, religion sans Dieu ou avec Dieu, cela Dieu seul en décide. Dans le sillage de Lévinas, j'aborde ces divers aspects de sa relation avec Jankélévitch en faisant ressortir à la fois leur proximité et la distance qui les sépare. Et je vais traiter successivement des points suivants. Tout d'abord, de la manière dont Jankélévitch se sert du thème lévinassien du il y a pour penser le mode d'être particulier au je ne sais quoi et au presque rien. Ensuite, leur conception de l'éthique comme philosophie première. Et enfin, leur relation à une judéité qui ne fut pour eux ni un simple psychologisme, ni un sentimentalisme, mais une vocation ontologique. Et j'espère ainsi éclairer la manière dont Jankélévitch et Lévinas se lurent, se comprirent et s'interprétèrent l'un l'autre à la lumière de leur propre philosophie. Dans Philosophie première, paru en 1953, Jankélévitch renvoie explicitement en note à l'article intitulé « Il y a » que Lévinas a publié une première fois en 1946 dans la revue Deucalion, comme le rappelait Frédéric ce matin, puis l'année suivante dans « De l'existence à l'existant ». Cette référence prouve que Jankélévitch fut très tôt un lecteur attentif de Lévinas. Il fut peut-être l'un des premiers à discerner la fécondité de l'Ilia, noyau initial de l'existence à l'existant. L'apparition de l'Iliade dans Philosophie première n'est pas un apax. Bien que le nom de Lévinas n'y soit plus cité explicitement, cette formule réapparaît à plusieurs reprises, en 1957 dans le je ne sais quoi et le presque rien. Lévinas a exposé lui-même les raisons qui l'ont amené à faire de l'Iliade le morceau de résistance de l'existence à l'existant, sa première réplique à l'ontologie fondamentale suivant l'heureuse expression de Jacques Tamigno. À bien des reprises, il rappelle la distinction foncière entre le Ilia et le Esgypt heideggerien, en précisant que l'Ilia n'a jamais été pour lui ni la traduction, ni la démarque de l'expression allemande et de ses connotations d'abondance et de générosité. En revanche, l'intérêt de Jankélévitch pour l'Ilia ne s'explique pas par le besoin de quitter le climat d'une philosophie heideggerienne qu'il a d'emblée exclu de son horizon de pensée. Dès 1938, Jankélévitch avait dit sans embâche ce qu'il pensait de Heidegger. Dans sa métaphysique de l'ennui, il décrit la condition de l'isolé, je cite, prenant conscience de sa situation délaissée, de sa Geworfenheit, comme on dit aujourd'hui. Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur le mépris que lui inspire cette mode philosophique, il précise en note, expression d'un certain Heidegger qui fait fureur dans les salons parisiens, se portera beaucoup cet hiver. Ça se porte encore beaucoup d'ailleurs dans les salons parisiens jusqu'à aujourd'hui. Après la guerre, et au vu de sa complicité avec le nazisme, il ne se priva pas de railler le galimatia de M. Heidegger. L'intérêt de Jankélévitch pour l'Ilia, lévinassien, ne tient donc pas aux connotations anti-heideggeriennes qu'il recouvre. Pour en saisir la raison,
Il faut plutôt évoquer un trait d'esprit qui lui est propre, son goût du paradoxe qui heurte et éveille la pensée, et je dirais même la paradoxologie, c'est un terme de Jankélévitch, comme mode de philosophie. En parcourant les textes où Jankélévitch traite de l'Ilia, on observe un phénomène tout à fait étonnant. Tout en se référant à Lévinas, il inverse le sens de ce thème en le comprenant tout autrement. Sous le nom d'Ilia, Lévinas met en cause le caractère désertique, obsédant et horrible de l'être. En adoptant ce vocable, il fait ressortir le caractère anonyme de l'existence sans existant, de l'être pris en tant que tel, dans sa généralité et sa neutralité. Il y a, impersonnel et anonyme, comme il pleut ou il fait nuit, il y a qui n'est ni rien, ni quelque chose de déterminé, mais dont la présence étouffante rappelle, selon l'image chère à Lévinas, l'une de ces étranges obsessions qu'on garde de l'enfance et qui reparaissent dans l'insomnie quand le silence résonne et le vide reste plein. Pour sa part, Jankélévitch confère un sens éminemment positif au trait qui confère à l'être son caractère impersonnel, neutre et étouffant. Il se sert ainsi de l'Ilia comme d'un modèle qui permet de penser la nature paradoxale et le mode de présence propre au je ne sais quoi. Alors que tout semble opposer le presque rien ou le moindre être du je ne sais quoi à l'excès d'être du Ilia, un réseau de correspondance s'instaure ainsi entre les deux notions. L'être sans étant de Lévinas, cet être qui nie tout étant, n'est pas rien. Il n'est pas davantage quelque chose de déterminé, mais l'être en général. De même, le je ne sais quoi de Jankélévitch n'est ni rien, ni quelque chose. Le je ne sais quoi n'est pas rien. Tout en assimilant sa présence à un charme inatteignible et intangible, Jankélévitch en affirme l'effectivité. Il en va, écrit-il, du je ne sais quoi comme de la beauté. La grâce diffuse et partout répandue habille l'œuvre d'art d'un essioquide atmosphérique. À ce propos, Jankélévitch aime citer les propos de Plotin dans le livre 6 des Énéades. La beauté n'est pas inhérente à la symétrie en elle-même, elle ne consiste pas dans une proportion déterminée des parties, mais elle est quelque chose d'autre, une espèce de lustre qui rayonne de la symétrie et qui la rend digne d'amour. Et donc le lustre ou le charme est cette circulation de grâce à la surface de la beauté. Tout en n'étant pas rien, le je ne sais quoi n'est pas pour autant quelque chose. Toute tentative d'attribuer le charme de sa présence diffuse mais effective à la possession de telle ou telle qualité reviendrait à le dissiper. Puis encore, déterminer le je ne sais quoi reviendrait à le réifier, à en faire à la lettre une chose. Rendre compte de la présence du je ne sais quoi, sans le réifier. Telle est la raison de l'affinité de Jankélévitch pour la notion lévinassienne. Le Ilia manifeste l'existence d'une réalité qui est tout simplement. Il y a, et non il y a quelque chose. Je cite Jankélévitch, il y a qui est déclaration de présence en général et de présence effective, sans relation attributive de prédicat à sujet. Jankélévitch va même jusqu'à dire que le je ne sais quoi est anonyme. En soulignant son analogie avec le Ilia neutre et impersonnel, Jankélévitch met au jour le caractère indéfinissable, impensable et métallogique du je ne sais quoi que l'on peut tout au plus entrevoir, dont on peut évoquer la quodité sans jamais percer au jour la quiddité, dont on peut affirmer qu'il est sans jamais pouvoir dire ce qu'il est, dont la science est une nescience, oscillant perpétuellement entre je sais et je ne sais pas. 4 ans après la parution de Philosophie première, la prédilection de Jankélévitch pour le Ilia se confirme dans le je ne sais quoi et le presque rien. À nouveau, il y inverse le sens de la notion lévinassienne en lui conférant un sens positif et en la mettant en relation avec les thèmes clés de sa métaphysique. En premier lieu, avec le temps, puisque pour Jankélévitch, disciple de Bergson, l'être est tout devenant et temporel de fond en comble. Le temps, ou le fait de devenir, est le je ne sais quoi par excellence, ou le il y a sous la forme continuée. Il est cette évidence fondante et qui s'évanouit pour peu qu'on la fixe directement du regard. Je devine
le quod du temps, le fait qu'il est, sans en savoir le quid, ce qu'il est. Le temps étant un il y a qui se vit sous la forme d'un il advient, il survient ou il vient. Ici encore, la mutation que subit l'Ilia lévinassien est flagrante. Pour Lévinas, l'œuvre d'être propre à l'Ilia, à l'existé pur, se réduit à un bruissement anonyme, un grouillement informe, un incessant remue-ménage. C'est un écoulement monotone dont tous les instants se valent et où rien ne se passe. Et comme il le déclare à Philippe Neumaud, on ne peut dire de cet Ilia qui persiste que c'est un événement d'être. Chez Jankélévitch, en revanche, le temps pensé sur le mode de l'Ilia dans sa pure effectivité est événement et avènement. Le temps n'est pas, je cite, pure continuation d'être, mais innovation continuée. Le temps est l'intervalle qui, à l'infini, se résout en instant virtuel. Or, l'essentiel advient justement dans l'instant, ce je ne sais quoi qui est sans volume ni durée, qui est comme rien et qui pourtant n'est pas rien. Le fiat de la décision ou de la création, l'occasion ou la bonne heure, cet instant privilégié où nos regards se croisent. Autre notion clé de la métaphysique jankélévitchienne, l'amour, Eros, est ce je ne sais quoi qui disparaît dès que notre conscience, psyché, prétend en connaître la nature ou le quid. La liberté est, comme le Dieu de Pascal, ce dont on ne peut avoir qu'une demi-gnose, cachée quant à sa nature, elle est patente quant à son ilia, c'est-à-dire dans son existence. Ce qui est impensable et ineffable dans le temps, l'amour, Dieu ou la liberté, c'est leur ipséité. Ce qui fait qu'une chose ou un être est lui-même et pas un autre, ou pour reprendre la définition de philosophie première, l'ipséité qui est aussi bien moi-même que le lui-même de l'autre. Et je passe à présent au second point de mon exposé, la relation entre l'éthique de Lévinas et la morale de Jankélévitch. Dans son hommage à Jankélévitch, Lévinas lui attribue une conception de l'éthique pensée d'une façon rigoureuse comme philosophie première. La formule qui confère à l'éthique le rang de philosophie première est, comme on le sait, la thèse centrale de totalité et infinie. Et en donnant un tel statut à l'éthique, Lévinas récuse la prétention de l'ontologie à se dire fondamentale. Il affirme la primauté de l'altérité d'autrui sur l'être anonyme et impersonnel. L'identité entre éthique et philosophie première n'apparaît pas explicitement chez Jankélévitch. Néanmoins, les titres de ses ouvrages expriment éloquemment la priorité qu'il accorda à la morale, d'ailleurs dès le début de son itinéraire philosophique. Dans le paradoxe de la morale, son dernier ouvrage, il persiste à considérer la philosophie morale comme le premier problème de la philosophie. À ses yeux, la problématique morale joue par rapport aux autres problèmes le rôle d'un a priori, qu'on entende l'a priori comme priorité chronologique ou comme présupposition logique. Cela est vrai notamment pour la spéculation critique que la problématique morale prévient et englobe à la fois. Jankélévitch et Lévinas partagent donc l'idée que l'éthique n'est ni une science des mœurs, ni un système normatif, ni une branche de l'arbre philosophique, fût-elle la plus haute, mais philosophie première. La recherche d'une voie moyenne, d'un juste milieu, leur est également profondément étrangère. Honni soit la morale de l'épicier ou du boutiquier, Jankélévitch, honni soit le langage de l'acténous, jusqu'ici, mais pas au-delà, jusqu'à ce point, mais pas plus loin. Certes, Jankélévitch met sa morale sous le signe de l'amour, terme dont Lévinas usa toujours avec circonspection. Mais cet amour, érigé en impératif inconditionnel et commandement catégorique, fait pendant par sa radicalité à la responsabilité infinie pour l'autre personne. L'amour, écrit Jankélévitch, attend de moi non pas une réponse platonique, mais un acte. Je suis personnellement concerné, instamment interpellé, par l'urgence drastique d'une demande où ma vie entière, immédiatement et passionnément s'engage. Comme la responsabilité chez Lévinas, vivre pour toi, c'est vivre pour toi à en mourir, jusqu'à mourir pour l'autre et à sa place. Pour Jankélévitch, la morale est une extrême exigence qui se manifeste dans ce principe énoncé dans le traité des vertus et réitéré dans le paradoxe de la morale. Tout le monde a des droits, sauf moi.
principe auquel on peut bien s'en douter, Lévinas a souscrit sans réserve dans l'hommage qu'il lui a rendu, en le reformulant ainsi « Nous n'avons pas de droits, c'est toujours l'autre qui a des droits ». On pourrait trouver dans leurs œuvres respectives bien d'autres textes qui se répondent l'un l'autre, illustrant le souci éthique qui leur fut commun. Et je pense notamment à l'article de Jankélévitch, l'article de 1959 sur Bergson et le judaïsme, où il oppose à la philotie grecque, à l'amiroir et l'alter ego d'Aristote, qu'il n'aimait pas vraiment, le commandement biblique d'aimer son prochain comme soi-même. Le mot égoïste est, dit-il, ce personnage adipeux qui dit je, moi, nous autres, qui intercepte le soleil et le chant des alouettes. Et avec la fougue de ses 20 ans, Jankélévitch se plaignait amèrement à son ami Louis Bauduc de l'un de ses camarades qui l'abreuvait du récit de ses vacances sans jamais lui demander de ses nouvelles. Comme ils sont odieux, cher ami, ces gens qui sont hypnotisés par leur propre moi, par leur voyage, par leur santé, par leurs examens, par leur intéressante personne et par leurs précieuses tripes. Contre l'égoïsme, l'amour du prochain est cette situation où l'ego, ça c'est une phrase de Jankélévitch, parfois il faut préciser parce que les énoncés de Jankélévitch et de Lévinas sont si proches. Jankélévitch dit l'amour du prochain est cette situation où l'ego est en quelque sorte énucléé de son égoïté. À cela font écho dans Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, les textes où Lévinas évoque la dénucléation du moi responsable d'autrui. Philippe Cabestan nous a dit que pour Husserl, la merveille de toutes les merveilles, c'est le moi pur. Eh bien, Lévinas et Jankélévitch ont enseigné également cette merveille de toutes les merveilles, qu'est la conversion d'un regard qui n'est plus tourné vers moi, mais vers l'autre. Comme l'écrit encore Jankélévitch, le sujet n'est pas fait originellement pour se retourner sur lui-même. Un tel retour sur soi est contre nature. Mon regard est fait pour regarder devant moi, pour regarder le ciel, pour regarder les autres, et non pas pour me regarder moi-même. Il n'est donc pas surprenant que Lévinas se soit trouvé dans son hommage des affinités avec la morale de Jankélévitch. Pourtant, des divergences significatives se dessinent entre les deux penseurs. La distance entre Jankélévitch et Lévinas est celle qui sépare une morale de l'ipséité d'une éthique de l'altérité. J'ai évoqué la place que tient l'ipséité dans la métaphysique de Jankélévitch, et elle est également au fondement de sa morale. C'est ce qui ressort déjà de l'article de 1939 où Jankélévitch pose, comme l'a noté Françoise Schwab, la première pierre du traité des vertus, et qui s'intitule justement de l'ipséité. Jankélévitch y énonce l'unicité absolue de la personne, fait pur et incomparable. Il y affirme également son caractère proprement inestimable, argument au vu duquel il s'opposera farouchement après-guerre à toute prescription des crimes nazis. Quel expert apprécierait à sa valeur celui dont il n'est dans toute l'histoire du monde qu'un seul exemplaire, la cime et la fine pointe de l'irremplaçable, l'apax par excellence, la personne enfin. Jankélévitch évoque ainsi, je cite, la semelle-factivité extrême de l'unique qui apparaît non pas une fois l'an, comme les solennités et les anniversaires, ni une fois par siècle, comme les comètes et les monstres, mais une fois dans toute l'éternité, une fois et puis jamais plus. La distance entre une morale de l'ipséité, celle de Jankélévitch, et une éthique de l'altérité, celle de Lévinas, se reflète dans les analyses qu'il consacre respectivement à la responsabilité. De prime abord, la différence qui les sépare semble une fois de plus infinitésimale. On pourrait mettre dans la bouche de Lévinas la plupart des thèses que Jankélévitch énonce dès 1957 dans le je ne sais quoi et le presque rien. Pour Jankélévitch, la responsabilité est totale, absolue et dissymétrique. Je n'ai que des devoirs sans droits, l'autre n'a que des droits sans devoirs. Elle est également incessible, de sorte que nul ne peut se substituer à moi. Comme l'écrit Jankélévitch, la quotité de la responsabilité, c'est-à-dire le fait en général d'être responsable, est indéclinable. Impossible de déposer l'impondérable fardeau. Cette obligatoire liberté, Lévinas dit difficile liberté, est à la fois notre destinée et notre destin, et elle nous fait co-responsables de tout l'avenir du monde. Et il note, avec son ironie coutumière, l'abîme qui sépare le terrassier de l'agent moral. Dans les travaux de terrassement,
peu importe de savoir qui a fait, pourvu que la chose soit faite. En morale, au contraire, peu importe que la chose soit faite. Si ce n'est pas moi qui l'ai faite, si je n'ai souffert pour elle, si je n'y suis pour rien, ma participation est la seule chose importante. Néanmoins, en examinant de plus près leur texte, on relève la distance qui sépare Jankélévitch de Lévinas. Chez Lévinas, l'unicité du moi est conditionnée par son élection à une responsabilité pour autrui qui lui incombe en propre. En revanche, l'ipséité jankélévitchienne est inconditionnelle, elle se fonde elle-même et tout le reste avec soi. L'unicité de la personne ne dépend pas pour Jankélévitch de la relation avec les autres. Elle est inscrite d'emblée dans son être même, conçu comme la source de toutes les valeurs. Pour Lévinas, la responsabilité est hétéronome, que l'autre soit en face de moi, comme dans Totalité infinie, ou en moi, comme dans Autrement qu'être. Par contre, la responsabilité métempirique dont parle Jankélévitch a sa source dans mon ipséité. C'est en vertu de mon unicité absolue, de ma qualité de personne, que je suis le seul à pouvoir remplir cette responsabilité qui m'incombe. C'est de moi qu'il s'agit, dit Jankélévitch, c'est à moi de le faire, car le bien et le devoir, dans l'optique égocentrique de ma responsabilité pour moi, sont mon affaire personnelle, comme la mort propre, ma mort pour moi-même, et mon affaire personnelle. Ces propos de Jankélévitch tracent un parallèle entre la mort et la responsabilité en leur appliquant le paradoxe qui lui est cher. Conjuguée à la troisième personne, la responsabilité se banalise. Ma responsabilité n'est que le cas particulier d'une loi générale qui énonce que tous les hommes ont des droits et des devoirs, que le devoir est quelque chose qui se partage. Conjuguée à la première personne, la responsabilité se révèle irréductiblement mienne, proscrivant les dérobades, les prétextes et les échappatoires. Les deux philosophes diffèrent également par leur manière particulière d'énoncer l'exigence éthique. Alors que Jankélévitch développe une morale du paradoxe, l'éthique de Lévinas emprunte, surtout à partir d'Autrement qu'être, mais sans doute avant, la forme de l'hyperbole. Cette différence, qui n'est ni stylistique ni rhétorique, a une incidence sur la façon dont ils approchent un thème qui revêt à leurs yeux une valeur insigne, l'humanité ou l'hominité de l'homme. C'est sur ce point que se manifeste de nouveau la proximité qui les unit et la distance qui les sépare. Leur proximité réside dans l'importance qu'ils accordent à l'altérité, au fait qu'autrui est autre que moi. La distance tient au fait suivant. Alors que Lévinas donne à l'altérité un sens hyperbolique, en l'apportant à l'absolu, Jankélévitch s'attache davantage au paradoxe propre à l'hominité de l'homme, qui est faite à la fois d'identité et d'altérité, du désir d'être à la fois le même et un autre, d'être d'abord lui-même tout en devenant perpétuellement autre par le devenir qu'il altère. Ressembler, dissembler, tel est le titre sous lequel Jankélévitch a réuni dans Source les conférences qu'il a données au colloque des intellectuels juifs de langue française. Lévinas participa également à ces colloques où il donna la version orale des lectures talmudiques. À l'occasion de ces rencontres annuelles, les deux hommes échangèrent leurs vues sur l'être juif, le féminin, l'antisémitisme et l'État d'Israël. Pour Lévinas, la relation érotique avec le féminin est la situation concrète où le moi est confronté à autrui pris dans son altérité absolue et hyperbolique. De même, l'antisémitisme est, comme il le précise notamment dans l'émouvante dédicace d'Autrement qu'être, la haine de l'autre homme, la haine de l'altérité comme telle. Le thème de l'altérité apparaît également dans la conférence sur le judaïsme comme problème intérieur que Jankélévitch fit en 1957 lors du premier colloque des intellectuels juifs de langue française, ainsi qu'au cours de la discussion qu'il engagea par la suite avec Jean Wahl, Pierre-Maxime Schul, Edmond Flegg et bien sûr Lévinas. Au risque de décevoir certains de ses interlocuteurs, notamment Flegg, mais sans doute aussi Lévinas, qui aurait aimé une définition un peu plus substantielle, Jankélévitch décrit sa propre judéité comme un je ne sais quoi, une donnée métaphysique et ontologique, inconnaissable quant à sa nature, mais irrécusable quant à son existence. Jankélévitch fait également état de cette complication existentielle que représente l'altérité constitutionnelle propre aux Juifs,
de cet exposant supplémentaire d'altérité qui réside dans le fait d'échapper à toute définition. De même, la femme se caractérise par une altérité dont elle est le ministre, l'intermédiaire, le véhicule. Mais bien que le langage de l'hyperbole ne lui soit pas étranger, Jankélévitch lui préfère celui du paradoxe. C'est donc en termes de paradoxe qu'il évoque ces traits universellement humains, cette contradiction ou ce déchirement qui habite l'être juif et l'être femme, être le même et un autre, proche et lointain, ressembler et dissembler. Dans Hors-sujet, Lévinas rendit hommage à Jankélévitch pour, je cite, « n'avoir jamais consenti à banaliser ces atrocités commises par les Européens dans une Europe chrétienne pour y voir en sociologue un cas particulier de la xénophobie et du racisme. » Comme il le signifia dans une lettre comme Jankélévitch le signifia, dans une lettre qu'il eut la bonté d'adresser en 1980, juste après l'attentat de la rue Copernic, à un petit cercle d'étudiants dont je faisais alors partie, l'antisémitisme n'est pas une simple spécification, un cas particulier du racisme. En instaurant une différence de nature entre la haine raciste et la haine antisémite, Jankélévitch se conforme à ce qui constitue à ses yeux la vocation même de la philosophie. Comme il le déclare à Béatrice Berlowitz, quelque part dans l'Inachevé, le commencement de la philosophie, c'est de découvrir que rien n'est jamais le cas particulier de rien. La pensée philosophique est une pensée différentielle. Et sur ce point, je crois que nombre des auteurs dont nous avons parlé jusqu'à maintenant s'accordent. La différence. Lévinas et Jankélévitch s'accordaient pour affirmer l'urgence de la distinction entre racisme et antisémitisme. Néanmoins, il lui donnait un contenu sensiblement différent. Pour Lévinas, l'antisémitisme est, on l'a dit, la haine de l'autre homme. Jankélévitch, pour sa part, comprend l'antisémitisme selon la formule paradoxale « ressembler, dissembler ». Ainsi, je cite, « le sentiment du blanc pour le noir est un sentiment grossier, primitif et simple qui vise celui dont la peau est d'une autre couleur. Par contre, le sentiment du non-juif pour le juif vise celui qui est à la fois semblable et dissemblable. » L'altérité qui suscite la haine raciste est visible, évidente, définissable, maximale. Inversement, la haine antisémite est dirigée contre une altérité minimale, impalpable, infinitésimale, au point de rester souvent un mystère pour ceux-là même qui en sont porteurs. Altérité que Jankélévitch comprend en bon bergsonien comme un principe de mobilité, de changement et d'inquiétude, préservant tout homme du provincialisme de la cité close, invitant au dépassement et à l'ouverture ceux qui ne sont qu'eux-mêmes et qui peuvent si facilement s'encrouter, s'isoler dans leur quant à soi. Un mot encore sur un sujet qui tenait particulièrement à cœur à nos deux penseurs, l'État d'Israël. La formule ressembler-dissembler pourrait cette fois convenir également aux positions qu'ils adoptent à son égard. État comme tous les autres, Israël n'est semblable à nul autre. Tous deux s'accordent pour affirmer la nécessité de l'existence nationale, politique et séculière d'Israël. Israël est, je cite Jankélévitch, un État comme les autres, avec son drapeau, son hymne national, sa monnaie, ses frontières et ses gendarmes, une nation figurant au Gotha des nations honorables ayant son numéro de table à l'ONU. Et tous deux confèrent aussi à Israël une vocation qui mène au-delà du politique. Dans son hommage, Lévinas remarque que l'affection fidèle que Jankélévitch portait à l'État d'Israël ne pouvait pas non plus lui rester religieusement neutre. Ce que Lévinas appelle ici religion n'a évidemment rien à voir avec le sens ordinaire, banal, que l'on prête à ce terme, l'observance de pratiques déterminées ou l'adhésion à une somme de croyances. C'est l'espoir de réaliser, au moyen des structures étatiques, l'antique promesse de justice sociale, ce que Jankélévitch nommait messianisme moral, espérance eschatologique d'unité et de paix, foi en l'abolition du fameux « c'est ma place au soleil ». La littérature russe fit partie du patrimoine culturel commun à Lévinas et à Jankélévitch. Alors que Lévinas affectionnait particulièrement Dostoïevski, Jankélévitch prisait peu ce qu'il définissait ironiquement comme une psychologie du souterrain et une philosophie du sous-sol. Bien que son père ait été le premier traducteur de Freud en français, Jankélévitch, comme Lévinas, avait de sévères réserves à l'égard de la psychanalyse. C'est comme ça. Jankélévitch avouait même essayer de dévier des thèses sur Dostoïevski afin qu'elles deviennent des thèses sur Tolstoï. Cela dit, les deux philosophes
aimait également évoquer cet épisode de guerre et paix qui dépeint le prince André, agonisant sur le champ de bataille d'Austerlitz, contemplant le ciel où les nuages se pourchassent. Tous deux étaient sensibles au détachement du prince André, réfléchissant sur la vie et la mort, se disant que tout cela est insignifiant à côté de ce ciel. Pour Jankélévitch, orfèvre du paradoxe, ce qui importe, c'est le bleu lumineux du ciel, évocateur des mystères en plein jour. Pour Lévinas, penseur de l'hyperbole, c'est sa hauteur et son éminence, indice de la transcendance et de l'au-delà de l'être. Leur prédilection commune pour Tolstoï et la différence d'inflexion propre à leur lecture reflètent le secret de la relation faite de proximité et de distance qui unit Jankélévitch et Lévinas. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Joël Ancel pour ce parcours croisé de deux pensées qui nous tiennent beaucoup à cœur, celle de Lévinas et celle de Jankélévitch. Je crois que c'était vraiment important dans le cadre de ce colloque aujourd'hui que ces deux pensées puissent se croiser. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je donne la parole à la salle. Ah, le chapitre dans Source. Oui. Ah, oui, pardon, oui. Oui, oui. C'est un titre de toi, ça. C'est ce que j'ai pensé en le lisant, d'ailleurs. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Le micro circule ou est-ce que... Moi, j'ai le micro. Voilà, il y a une autre question là. Tu as une question Oui, je voulais. Bon, l'exposé était tout à fait délicieux dans sa pluralité et son rythme. Merci beaucoup. Et j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Une qui est liée à notre thème général. Tu as essentiellement comparé Jankélévitch et Lévinas terme à terme d'une manière décontextualisée. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tu ne les as pas plongés dans l'époque française qui leur était commune. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter de ce point de vue-là, leur manière de se placer l'un et l'autre parmi d'autres qui gravitaient à leur côté, enfin, si tu veux, en dehors. Mais j'apprécie en même temps la méthode qui a été la tienne, hein, mais c'est une question pour ajouter quelque chose. Et deuxièmement, dans ta confrontation du je ne sais quoi et Lilia, je me suis demandé si bon, j'ai bien compris que c'est un peu instable chez la manière dont Jankélévitch prend Lilia est un peu instable chez lui, si j'ai bien compris, ce qui complique un peu la confrontation. Mais j'ai l'impression que tu as fait une comparaison qui insistait sur l'idée qui se rejoignait dans une sorte de figure logique commune, qui serait celle du je ne sais quoi et Lilia. Et il me semble difficile de nier que sur ce plan de la figure logique, il y a une forte disparité, qui est que le je ne sais quoi est du côté de la chose et de l'objet, tandis que le il y a est du côté de la verbalité. Donc disons que la différence ontologique, pour utiliser ce langage-là, sépare apparemment le je ne sais quoi et l'il y a. Donc voilà mes deux questions. Oui, alors c'est vrai que c'est très bien de me rappeler à l'ordre, parce que le thème du colloque, c'est quand même de replacer Lévinas dans le contexte de la philosophie française. Et c'est vrai que bon, il y a des points. Enfin, je pense en ce qui concerne la critique de l'être, d'une certaine conception de l'être. Bon, ça c'est pas vraiment moi qui l'ai dit, bien qu'on puisse vraiment le relever en les lisant tous les deux. Enfin, il y a des choses très intéressantes, par exemple le fait que Jankélévitch dit que l'être est verbal, c'est un verbe pour lui, c'est pas un substantif. Ça c'est quelque chose de très intéressant. Je pense à des choses qu'il faudrait que je développe. Et ce que dit très justement Jean Val dans le compte-rendu qu'il a fait de Philosophie première, dans la revue de métaphysique et de morale, c'est-à-dire que c'est vrai que chez Jankélévitch, il y a quand même une critique de l'être en général. Donc là, je pense qu'on pourrait tous les deux les inscrire
mais bien sûr chacun faisant cela d'une manière très, très différente, à mon sens. Dans le contexte d'une critique, d'une certaine critique de l'ontologie. Bon, ce qui me retient un peu de dire ça par rapport à Jankélévitch, c'est que je pense que c'était moins son problème que celui de Lévinas, malgré tout. C'est cette critique de l'ontologie comme telle. Maintenant, bon, pour ta deuxième remarque, je suis assez d'accord. Je suis d'accord que la rencontre, la rencontre se fait effectivement dans l'adoption d'un modèle un peu formel, sans doute. Hein. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Et ce serait quelque chose aussi. Je te remercie parce que c'est encore une piste à développer sans aucun doute. Je l'ai. J'ai une question donc. Il y a une chose que moi je retiens chez Lévinas quand même, c'est au milieu de Totalité infinie, il y a une critique de la philosophie du droit parce qu'il y a une critique du sujet de la responsabilité classique. Et il y a une chose que moi je n'ai jamais pu retenir de ce livre, c'est sa critique de la liberté. Parce qu'il dit qu'il n'est pas un philosophe de la liberté. Alors vous avez rapproché, parce que la liberté, si c'est la liberté du sujet de plein droit et la responsabilité classique, et si c'est la liberté face au monde d'un sujet qui ne rompt pas avec l'ontologie, eh bien cette figure-là, justement, Lévinas est en rupture avec elle. Et il le dit bien. Il dit bien qu'il n'est pas kantien, et que la philosophie de la liberté n'est pas sa philosophie. Donc vous les avez rapprochés, vous avez montré qu'il y avait chez Jankélévitch une problématique de la liberté. Je ne suis pas sûr que Lévinas soit un philosophe de la liberté, ce qui n'est pas nécessairement une remarque négative. Mais bon, ça c'est une première question. La deuxième question, il y a une chose qui peut bien séparer Jankélévitch et Lévinas de Freud. Elle tient à une phrase. Vous avez cité les commandements. Freud a toujours dit qu'il y avait bien un commandement qu'il ne pouvait pas retenir. C'était « tu aimeras ton prochain comme toi-même », au sens où justement l'oblativité et l'amour de l'autre ne pouvaient pas justement pour Freud fonder une quelconque responsabilité morale, et qu'il était justement par rapport à cette, disons, cette problématique de l'oblativité, du dévouement, du retrait de soi par rapport à l'autre, qui serait presque la thématique de la charité, où on pourrait aller chercher justement dans les thématiques religieuses. Eh bien Freud justement avec ce point est en rupture. Il est en rupture pour des raisons très précises. C'est qu'il ne croit pas à la générosité et à la bienveillance de l'être humain vis-à-vis de son prochain, et qu'il croit que les questions se posent dans une complexité redoutable, où il y a de la négativité, de la violence et de la mort, où le désir n'est pas nécessairement justement un désir qui est déterminé par le respect du prochain et le respect des lois, et qu'on est face à une humanité qui n'est pas nécessairement humaine. Et alors, ça, si on est dans une philosophie morale, disons, on ne peut pas être freudien, mais si on est dans une philosophie morale problématisée, alors on retrouve ça chez Lévinas, parce que finalement, le second Lévinas, tant qu'à faire qu'il y a un second Lévinas, celui d'Autrement qu'être, il montre que la responsabilité, ce n'est pas une partie de plaisir. La responsabilité, même dans, justement, la capacité de la substitution à l'autre, ça peut aller jusqu'à la persécution. Alors, si on entre dans cette logique-là, il y a dans la responsabilité un rapport de violence où la question morale se pose aussi dans un rapport intime à la violence, y compris dans la volonté d'être moral pour autrui. Et je peux comprendre qu'en un certain sens, ce thème-là rapprocherait Lévinas de Freud, mais pas de la manière qu'on croit. Non, mais bien sûr, bon, la liberté a sans doute une grande importance dans les tout premiers écrits de Lévinas. Donc je parle vraiment des écrits qu'il a produits entre 1929 et peut-être 1940. Puis ensuite, dès que l'altérité paraît, eh bien, il y a un cheminement progressif, un renversement progressif, bien sûr, d'une philosophie qui accorde une place à la liberté, à une philosophie qui progressivement donnera le primat à la responsabilité. Je peux qu'acquiescer. Et ça, c'est sans doute... alors, c'était quelque chose que j'avais pensé développer, mais bon, il faut tenir quand même certaines limites. C'est que il est sûr que chez Jankélévitch, la notion de volonté est centrale. Le vouloir, ce qui n'est pas le cas chez Lévinas. Cette liberté a quand même son origine dans la volonté. Et là, c'est une différence majeure. Mais sinon, je peux, bon, sur Freud, mes connaissances sont limitées. Je l'avoue, peut-être pas vraiment par mépris pour la psychanalyse, mais
par ignorance. Mais il y a quand même un texte où Freud dit que tu ne tueras point, c'est un très bel énoncé. L'essentiel, ce serait plutôt de se passer de Dieu, qu'on n'a pas besoin de cet énoncé pour le poser, et que la société elle-même aurait très bien pu le produire. Et donc, ça, je ne sais pas, mais c'est un autre débat, bien sûr, dans lequel je préfère ne pas entrer. Alors, une dernière question. Je reviens sur la petite discussion sur l'Ilia. Bon, c'est frappant, formellement. Au départ, on a l'Ilia chez Heidegger avec le Esgypte. Ensuite, Lévinas n'en veut pas et déclare que son Ilia n'a rien à voir avec ce Esgypte. Ensuite, le Esgypte est très généreux, très fécond, c'est très bien. Ensuite, Jankélévitch revient avec un Ilia qui, de nouveau, est très, très agréable, très, très beau, et certainement pas dans le sens de Heidegger. Alors, donc, la question qui se posait, c'était quelle est la différence entre les deux bons Ilia, celui de Heidegger et celui de Jankélévitch. Moi, il me semble, d'après ton exposé, mais tu diras si je ne dis pas de bêtises, c'est que le Ilia qui devient presque rien, ça caractérise les relations humaines. Tu as parlé de l'amour, de la liberté. Je ne pense pas que c'est ce Ilia-là, ce Esgypte-là qu'envisage Heidegger. Je pense que c'est là qu'est la différence. Peut-être plus que la différence entre la chose et la verbalité de l'Ilia. Oui, il y a quelque chose d'intéressant. Enfin, je reviens à Jean Val. On m'avait demandé au début de parler aussi de Jean Val, mais je me suis défilée parce que bon, c'est encore un sujet vraiment passionnant en lui-même. Mais Jean Val, justement, dans sa recension, trace des parallèles entre Jankélévitch et Heidegger. Je ne sais pas si Jankélévitch a vraiment apprécié, mais en tout cas, oui. Bon, ben alors, voilà, donc il écoutait. Parce qu'il trace vraiment des parallèles. Et moi, la seule chose que je peux retenir, parce que sinon je suis tout à fait d'accord avec toi. Évidemment. Mais évidemment, pratiquement, oui. Mais bon, c'est vrai que il y a une autre source aussi à cette conception de l'être qu'on trouve chez Jankélévitch, c'est effectivement Plotin, par exemple. Et toute cette question du rayonnement, du lustre, que la beauté ne tient pas à la symétrie, mais à ce lustre, à cette grâce, etc. C'est peut-être par là, mais d'une manière totalement autre que Heidegger, bien sûr, qu'il retrouve l'idée d'une certaine générosité, d'une surabondance de l'être, de la beauté. Peut-être, c'est une idée qui vient à l'esprit. Mais Françoise connaît bien mieux les... Il a beaucoup étudié jusqu'aux années 36-37, malgré son... Contrairement à ce qu'on pense, il a beaucoup étudié la pensée de Heidegger. Il s'est inscrit en faux contre l'homme. Il a été le premier à dire ce qu'il fallait dire sur l'homme et sur le professeur et sur la façon dont il ne s'est pas engagé pendant la guerre. Il a même fait un cours à ses étudiants sur Heidegger dans les années 55, quelqu'un lui avait demandé, pour leur donner ce n'était pas la pensée fondamentale qui était en cause, c'était l'homme. Alors on fait souvent un raccourci hâtif parce que effectivement il s'est posé, comme on le sait, en pourfendeur de ce qu'il avait été avant, dès 1933. Mais cette pensée elle-même, il était logique qu'il l'étudie, puisque lui-même avait été un élève d'Husserl, enfin pas comme Lévinas, il ne l'a pas vu des visus comme Lévinas, mais il avait beaucoup étudié la phénoménologie d'Husserl. Il était normal qu'il s'intéressât ensuite à Heidegger. Après la guerre, il a dit, il est hors de Napoléon de parler d'aucun philosophe allemand. Alors, voilà. Alors, merci pour ton exposé qui, à mon avis, a très bien montré les points de rencontre et de divergence. Je voulais juste, en une seconde, suggérer
un point de rencontre, parce qu'il y en a un que j'aurais voulu ajouter, une question que j'aurais voulu te poser, et puis ça m'a donné l'idée plutôt d'un point général. C'est-à-dire sur cette question de la différence, est-ce que leur problème commun, c'est pas de trouver en effet une différence où il y ait de l'absolu et à la fois métaphysique et moral qui émerge, hein, d'une sorte de réalité qui nous le masque en permanence. Mais est-ce que la différence entre les deux, ce serait pas que la différence de Jankélévitch, elle est du côté de l'infinitésimal, hein, le presque rien, mais qui est tout quand même, et chez Lévinas, de l'infini. Alors, je ne sais pas si c'est l'infiniment grand, hein, ou l'infini. Justement, il ne parle pas des deux infinis. Il y en a peut-être qu'un en hauteur, comme tu as dit à propos du prince André. Alors, j'aurais deux questions. La question que je voulais te poser à ce sujet-là, c'est sur la question du pardon. Parce qu'il y a quand même sur l'événement de la Seconde Guerre mondiale deux positions assez différentes et assez proches, en effet. Hein. C'est-à-dire, d'une part, celle de l'imprescriptible. C'est inoubliable, mais surtout, il faut savoir ce qui s'est passé. Ça s'est passé et il ne faut pas que ça ne se soit pas passé. C'est tout ce qu'on peut faire. Et la position aussi de l'inoubliable et d'un oubliable qui transpose directement dans une sorte d'être infinie et d'infini. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là... Et puis bon, je me souviens plus bien, à vrai dire, de la position de Lévinas sur les textes de Jankélévitch sur le pardon. Est-ce qu'il était du côté des premiers textes, pardonnés, ou du côté de l'impardonnable et de... Voilà. Oui. Donc c'était vraiment une question ponctuelle, mais qui me semble toucher à cette différence entre l'infinitésimal et l'infini, et qui est en même temps leur point commun très profond. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et on parlait de Jean Wahl, c'est qu'on parle souvent des grandes philosophies mystiques et messianiques du judaïsme allemand, hein, Scholem, Benjamin, auxquelles on associe souvent Lévinas, Rosenzweig. Je pense qu'il y a aussi une école comme ça dont il faudrait repenser la profondeur, et qui serait autour de Jean Wahl, Jankélévitch et Lévinas, par exemple. Oui. Et dont tu as très bien montré certains des points lumineux. Hein. Non, c'est sûr que bon, là, il y aurait une direction tout à fait passionnante. Enfin, l'infinitésimal et l'infini. C'est une direction qui, par elle-même, est tout à fait... qui vraiment demanderait à être développée. Et voilà, donc encore un peu de travail, c'est très bien. C'est toujours bien. Et ensuite... je pense quand même qu'ils étaient très proches, parce que mon point de référence, en fait, c'est ce colloque auquel ils ont également participé, sur le pardon, et à la suite duquel donc Lévinas a publié sa lecture talmudique, enfin il a donné sa lecture talmudique envers autrui, et je pense quand même qu'ils sont très proches sur la question que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'on nous demande pardon. Lévinas se fondant sur les textes talmudiques et Jankélévitch sur d'autres sources non talmudiques. Il ne connaissait pas le Talmud, mais retrouvant cette intuition sans aucun doute. Et je pense qu'ils sont extrêmement proches sur ce point précis. Peut-être qu'on peut dire, quand on lit Jankélévitch, on trouve quand même qu'il est encore plus radical, s'il est possible, que Lévinas. Lévinas était très radical, mais Jankélévitch est peut-être encore plus radical dans l'idée qu'il est impossible de pardonner. Mais là, ils sont très proches, à mon avis.